Je travaille au Gérontopole de Toulouse, je suis l'un des professeurs de gériatrie et je vais vous présenter notre expérience d'une plateforme de soutien aux EHPAD qui a été mise en place sur le CHU de Toulouse, mais également sur l'ensemble de la région Occitanie, au CHU de Montpellier et dans tous les centres hospitaliers également. C'est une initiative qui a été propre à l'Occitanie, en tout cas à sa phase initiale, et qui a été mise en place avec le concours de l'ARS, et qui est en train de muter vers une organisation un petit peu différente, qui s'appelle l'équipe Parcours Santé Personnes Âgées. J'en dirai un mot, puisque c'est à l'issue de cette expérience du Covid que s'est créée cette équipe. Alors juste quelques mots quand même pour resituer le contexte, et puis pour vous raconter l'histoire de la mise en œuvre de cette plateforme. J'aimerais rappeler que cette maladie est une maladie gériatrique avant tout. C'est une maladie qui touche les plus vulnérables, les plus âgés, et le fait d'être un résident d'EHPAD, pour parler des EHPAD, multiplie par 20 le risque d'avoir un Covid. Quand on pense à la population des EHPAD en France, c'est environ 700 000 personnes, et ça représente donc à peu près 1% de la population française, peu somme toute, mais c'est 1% de la population française à comptabiliser environ 50% de l'ensemble des décès Covid. C'est dire à quel point les EHPAD ont été fortement touchés par cette maladie, même si effectivement l'Occitanie a été d'une certaine façon épargnée comparativement à d'autres régions. Alors bien entendu, le fait que ces résidents d'EHPAD soient les plus touchés par cette maladie a justifié l'organisation de la vaccination préférentielle dans cette population, et la vaccination a transformé la donne. Ça a été un véritable succès, on peut le dire tout de même, c'est un succès. Il y a eu l'avant et l'après-vaccination. Il faut quand même le rappeler parce qu'il y avait, même au début de la vaccination, des inquiétudes vis-à-vis de l'efficacité de cette stratégie. Rappelons qu'il n'y avait aucune donnée concernant la vaccination de résidents d'EHPAD, de sujets très âgés, de sujets très vulnérables, et somme toute, l'efficacité a été au rendez-vous avec une diminution radicale du nombre de décès dans les EHPAD suite à cette vaccination, même si cette vaccination a ses limites. On le sait aujourd'hui, la réponse, c'est la 3e injection et le rappel. Cette vaccination a transformé la donne dans les EHPAD. Donc nous ne sommes plus dans la même situation que précédemment, de toute évidence, même si des difficultés persistent et des inquiétudes, bien entendu. Mais avant d'en arriver là, on a parcouru une période tout de même assez compliquée avec, au début de l'épidémie, un véritable désert d'informations concernant la prise en charge de ces patients en EHPAD. En mars 2020, les premières communications qui apparaissaient étaient celles de clusters dans des EHPAD, qui étaient à l'époque très médiatisés. On en a eu quelques-uns en France, vous rappelez-vous, dans les Vosges notamment, dans la région bordelaise, dans la région de Montpellier, pardon. Et vous voyez, on pouvait à l'époque publier dans le New England Journal of Medicine pour relater simplement l'expérience d'un EHPAD de Washington qui était victime d'une épidémie de Covid, avec des données qui étaient très alarmantes, que l'on lisait avec attention, qui rapportaient qu'en l'absence de mesures de protection, en l'absence de règles barrières, de mesures barrières, de masques, en l'absence bien entendu de vaccination, c'était une véritable hécatombe, avec un nombre de cas qui était considérable de Covid et de décès et d'hospitalisation. Et bien entendu, toutes ces données étaient très inquiétantes et nous ont beaucoup émus dans la communauté gériatrique, avec la recherche de données qui nous manquaient pour mettre en place, en regard de cette situation, une stratégie efficace. Et je vous rappelle qu'en mars 2020, il n'y avait pas de recommandations pour les EHPAD. Or, c'est une structure, un lieu de vie bien singulier, non seulement à travers son organisation, mais également à travers la population qui est prise en charge. À l'époque, les recommandations nationales étaient pas plus que 5 PCR par EHPAD cumulés, et surtout ne pas adresser les résidents dans les EHPAD, dans les urgences, pardon. C'était la règle qui était annoncée, essayer de limiter autant que possible, d'orienter ces résidents d'EHPAD vers les urgences. Et
Face à cette situation, avec mon collègue Hubert Blin, nous nous sommes mobilisés notamment à travers l'expérience d'un EHPAD qui malheureusement a été fortement touché très précocement par l'épidémie dans la région de Montpellier, avec une expérience qui nous a été tout de même qui a été très instructive sur le mode de diffusion du virus et sur ce qui nous semblait être une stratégie permettant de limiter l'épidémie dans d'autres EHPAD à venir. Et donc cet EHPAD qui a accepté de se prêter à des investigations et donc à des tests répétés a permis de donner un certain nombre de recommandations sur ce qui nous semblait être à l'époque la meilleure stratégie pour essayer de limiter les épidémies dans d'autres EHPAD de la région. Alors une des données qu'a apporté cette expérience malheureuse, ça a été notamment, à l'époque c'était une découverte et ça permettait également de donner cette information à tout le monde, c'était que le talon d'Achille, c'est comme ça qu'on disait, de cette épidémie était son caractère asymptomatique pour de nombreuses personnes. C'est une évidence maintenant, mais à l'époque, c'était une véritable découverte que de savoir que certaines personnes étaient totalement asymptomatiques et pouvaient contaminer d'autres personnes. Et c'est apparu assez précocement comme une information importante que de dire qu'il y avait un risque de contamination dans les EHPAD à partir de sujets, et notamment de soignants, qui pouvaient contaminer les résidents. Alors bien entendu, ça a été un élément qui a d'une certaine façon culpabilisé les soignants, mais ça a été aussi une façon de les informer, de les mettre en garde et de mettre en place, de déployer toute une stratégie visant à limiter l'entrée des virus dans les EHPAD. Rappelez-vous que les EHPAD étaient à ce moment-là fermés, au niveau national, et que le seul risque pour qu'un résident soit contaminé était qu'un soignant, qui lui avait encore sa vie à l'extérieur, fasse rentrer le virus à l'intérieur des EHPAD. L'expérience de l'EHPAD de Montpellier a également permis de mieux comprendre la symptomatologie de cette maladie, et notamment, ce qui n'est pas une surprise pour un gériatre, qu'il y avait un certain nombre de formes atypiques, pour nous typiques en gériatrie, avec l'expression de la maladie sous forme de syndrome gériatrique, des chutes, des syndromes confusionnels, des diarrhées, des symptômes qui n'apparaissaient à l'époque absolument pas dans la littérature. On avait des données qui remontaient de Chine, mais quand même assez parcellaires. Et ces premières données nous ont permis de décrire les formes atypiques de la maladie et ainsi de permettre aux équipes soignantes de repérer des patients qui avaient potentiellement des maladies débutantes. Alors de cette expérience est ressorti des propositions qui ont été diffusées sur l'ensemble de l'Occitanie, qui ont été très précoces dans notre région d'Occitanie, diffusées dans l'ensemble des EHPAD, avec notamment une organisation des soins dans les EHPAD basée sur, d'une part, des mesures barrières, toute une stratégie d'identification des cas et de la gestion des résidents qui souffraient du Covid, avec l'idée qu'il fallait essayer d'éteindre aussi précocement que possible l'épidémie. L'idée était que le feu était beaucoup plus facile à éteindre lorsqu'il était éteint de façon très précoce, et pour cela, l'originalité de ces recommandations d'Occitanie ont été de déployer une stratégie de dépistage massif très précocement. À l'époque, c'était novateur. Ce n'est que 6 mois plus tard que le contact tracing s'est mis en place, avec la recherche des cas contacts, avec une stratégie nationale en ville de dépistage massif finalement de l'ensemble de la population, alors même que c'était déjà quelque chose qui avait été mis en place sur l'ensemble des EHPAD d'Occitanie. Alors l'autre point qui a émergé de nos travaux sur les EHPAD a été également le mode de contamination en intra-EHPAD, et notamment l'importance de mettre en place ce qu'on a appelé le zoning ou le cohorting ou la sectorisation des EHPAD, avec l'idée qu'il y avait souvent dans les institutions des clusters qui devenaient graves, avec un nombre de cas importants, lorsqu'il y avait une mixité des équipes entre les étages, entre les différentes unités. Alors bien entendu, c'était quelque chose qui était attendu dans le cadre d'une épidémie, et c'était quelque chose qui était malgré tout très important dans le risque de dissémination du virus, et donc
les informations ont été données aux équipes également pour essayer de tendre vers cette sectorisation, vers ce cohorting. Ça a été un défi tout de même, il faut bien le dire. Je me tourne vers Florence parce qu'elle l'a vécu dans les institutions, cette stratégie a ses limites organisationnelles tout simplement. Mais ça renvoie également à la difficulté que l'on a eu à prendre en charge les patients Covid et ces épidémies dans des structures qui étaient très dimensionnées, où l'organisation d'une vie communautaire avec des patients qui déambulent, qui se déplacent d'un étage à l'autre, favorise bien entendu la diffusion du virus. Mais il est apparu assez clairement, et également à partir de ce moment-là d'expériences de l'étranger, notamment des expériences qu'il y avait en Asie, qui avaient déjà vécu des épidémies précédentes, qu'il y avait une importance capitale à bien mettre en place des stratégies telles qu'on les met en population, donc les mesures barrières, tout simplement, la bonne application de ces mesures barrières, ce qui n'est pas simple en vie communautaire, et également de travailler sur une sectorisation autant que possible. Et ça, de nombreux travaux ont par la suite démontré la pertinence de cette stratégie qui est efficace pour essayer de limiter le nombre de cas. Alors on a mis en place cette stratégie en donnant ces propositions à l'ARS qui ont été rapidement adoptées. Ça a été évolutif, il faut bien le dire, ça a été dit plusieurs fois, ces documents ont évolué au fil des connaissances, parce qu'il fallait être adaptatif en fonction des connaissances qui venaient au fil de l'eau, en fonction des publications et de ce que l'on apprenait de nouveau sur le virus et sur les risques qui étaient associés à sa dissémination. Cette stratégie qui a été mise en place sur l'Occitanie, elle s'est mise en place de façon assez empirique. Elle a été reprise tout de même à l'étranger. On l'a diffusée également dans des grandes revues, notamment la plus grande revue de gériatrie américaine qui s'est appuyée sur ces propositions. Et puis on a été, on va dire, rassuré par le bien fondé de ce que l'on proposait également lorsque l'EUGMS, donc la Société européenne de gériatrie, a reconnu que la stratégie d'Occitanie était celle qu'il fallait appliquer partout en Europe. Donc ça a été pour Hubert Blin, mon collègue de Montpellier, et moi-même, certain réconfort que d'avoir ce retour de nos pairs, disant que c'était sans doute la meilleure stratégie au vu des connaissances actuelles, et ceci a pu, je pense, permettre de diffuser ces recommandations un peu partout où il n'y en avait pas forcément. Alors, les choses ont été appliquées, bien entendu, sur le 31, mais avec une dynamique qui s'est installée également sur l'ensemble de l'Occitanie. Donc, il y a eu cette période où on avait le sentiment que tout était possible, où il y avait une volonté tout de même à ce que tout le monde était prêt à se donner pour essayer de limiter la contamination, et les énergies ne manquaient pas, on va dire, de part et d'autre, dans les EHPAD bien entendu, mais également dans les hôpitaux et auprès des gériatres des centres hospitaliers qui se sont tous mobilisés pour informer, pour soutenir les EHPAD, pour entretenir une ligne téléphonique, pour essayer de faciliter la filière des résidents en évitant le passage aux urgences, en faisant de l'explication de texte également à travers les textes qui changeaient, qui étaient envoyés via les messageries de l'ARS. Et donc, il y a eu tout de même une communication très très forte entre les acteurs de l'hôpital et les EHPAD, les acteurs du domicile également, les hospitalisations à domicile, tous les partenaires qui sont également sur la ville ont également été partie prenante dans je pense, cette belle communion d'actions pour essayer de faciliter la prise en charge de ces patients, limiter la contamination, et lorsque les patients étaient malades, essayer de faire au mieux pour que la prise en charge soit optimale. Alors ça a été une période où tout était possible. Je prends l'exemple de la télémédecine. La télémédecine, elle existe depuis plusieurs années. C'était très difficile, il y a encore quelques années, de déployer la télémédecine alors que l'obstacle technique n'existait plus, et le Covid a rendu ça possible d'une certaine façon. Et on a vu croître nos activités de télémédecine comme jamais durant cette période, parce que le besoin était là, et ça a permis d'aider, je pense, les EHPAD pour certains patients, de créer du lien, de faire en sorte que certains EHPAD se sentent moins isolés. Certains EHPAD n'avaient pas de médecin coordonnateur durant cette période. Les médecins généralistes n'étaient plus autorisés à rentrer dans certains EHPAD. Les équipes étaient tout de même livrées à elles-mêmes. Donc je pense que cette
technologie a permis de décloisonner, de faciliter la prise en charge des patients et de donner un peu de sérénité à des équipes qui étaient malmenées au sens où elles étaient seules et face à des situations compliquées, avec un soutien qui pouvait être très large, qui dépassait la prise en charge du Covid, mais également des réflexions sur la fin de vie, des réflexions éthiques également qui se sont mises en place à travers des réunions collégiales, la possibilité pour les EHPAD d'avoir des avis avec des spécialistes d'organes, notamment des pneumologues, des réunions qui ont lieu avec des spécialistes sur les troubles du comportement et la gestion du Covid chez des patients qui avaient des comportements de déambulation, par exemple. Et donc tout ceci a été rendu possible finalement du fait de cette épidémie. L'autre point qui a été novateur, me semble-t-il, ça a été ce passage d'informations qui est devenu beaucoup plus fluide entre l'hôpital et les EHPAD et l'hôpital également, à travers notamment des webinaires que l'on a organisés et qui ont eu beaucoup de succès au sens où on a eu des webinaires très régulièrement avec des centaines d'EHPAD qui se connectaient, des possibilités d'expliquer les recommandations, leur évolution, essayer de faire passer des messages, renvoyer vers des procédures de prise en charge qui étaient actualisées. Et je crois que là aussi, ça a été quelque chose d'important et que l'on essaie de pérenniser actuellement. Un autre point qui a été, je crois, novateur, et qui là encore n'avait finalement il n'y avait pas d'obstacle précédemment, mais ça a été rendu possible par cette situation, ça a été la collaboration avec les services du SAMU. Et notre souhait était autant que possible de limiter, lorsque c'était justifié, le passage par la porte des urgences. Et pour cela, nous avons collaboré avec les régulateurs du SAMU qui, lorsqu'ils étaient appelés par les EHPAD, jugeaient de la gravité et de la nécessité de passer par les urgences et nous rebasculaient les demandes de sorte à ce que l'équipe, la plateforme Covid EHPAD de l'hôpital, puisse apporter une réponse soit avec le maintien du résident dans les EHPAD, soit une hospitalisation directe lorsque c'était possible. Ce n'était pas toujours le cas. Je me tourne vers Florence parce qu'il y a eu des situations où ce n'était pas possible, les unités étant pleines. Mais je crois qu'on est en train de l'analyser, mais je crois qu'on a limité un nombre important de passages par les urgences de ces résidents, sans perte de chance, avec la possibilité d'être accueillis de façon directe dans des unités Covid, avec une prise en charge gériatrique qui soit précoce et qui évite à des résidents d'EHPAD de séjourner dans des couloirs d'urgence, dans l'attente d'une place, avec des conditions qui sont souvent compliquées et souvent délétères aux résidents eux-mêmes. Alors, je suis convaincu que cette stratégie, elle a été efficace et qu'elle a permis de limiter alors des cas de Covid sans doute, peut-être des décès. J'en ai la conviction, mais ça reste malgré tout une mise en place très empirique, avec des données qui sont observationnelles, bien entendu, on n'a pas de l'évidence base médecine. Et nous nous interrogeons, bien entendu, sur la pertinence de ce qui a été mis en place. Et à ce titre, nous sommes en train d'analyser dans quelle mesure les stratégies qui ont été déployées en Occitanie, mais sur l'ensemble du territoire français, dans les autres régions de France, a permis ou non d'éviter des décès du fait du Covid, a permis de limiter le déclin fonctionnel ou au contraire de l'aggraver. Est-ce que ces stratégies ont permis de limiter le passage aux urgences ? Dans quelle mesure ces stratégies ont eu un impact également sur les équipes? Tout ceci est en cours d'analyse avec une étude qui s'appelle Piano Covid, qui est une étude dite CAPNET, donc c'est une étude qui est financée au niveau national, c'est une étude dite Priorité nationale de recherche. Le ministère nous demande actuellement de faire une analyse intermédiaire. Il y a eu 9000 résidents qui sont inclus, qui sont suivis, et nous allons voir en fonction des stratégies qui ont été déployées dans les différentes EHPAD, quelles ont été les mesures qui ont permis d'améliorer la prise en charge, de sorte à ce que dans l'avenir, nous puissions être mieux armés pour répondre à une situation telle que celle que nous avons vécue. Donc je n'ai pas de données à vous restituer aujourd'hui, mais on peut penser qu'il y a eu des effets bénéfiques, je le pense, bien entendu. On peut également s'interroger sur les effets délétères de ces stratégies, puisque
la fermeture des EHPAD, mais également toutes les mesures qui ont été organisées dans les EHPAD ont été très disparates, notamment à la phase initiale. Et ce projet va se pencher surtout sur la phase initiale, parce que les retours que l'on a, c'est parfois que dans des EHPAD, dans des départements qui n'ont pas été du tout touchés par le Covid, des mesures très strictes ont été appliquées, alors même qu'il n'y avait pas de cas de Covid sur l'ensemble du département. Et on peut se demander quel a été l'effet délétère du confinement qui a été imposé à certains résidents. Les patients sont morts d'ennui, on entend parfois. Ils n'avaient pas leur médecin, pas de famille. Et donc peut-être que dans certaines régions et dans certaines situations sanitaires, ça a été délétère. Et puis on peut penser que ça a été bénéfique dans d'autres régions qui étaient véritablement sous les feux de cette épidémie. Donc l'étude nous donnera, je pense, ces réponses et nous permettra de mieux être préparés plus tard. L'avenir de cette plateforme, c'est d'essayer de capitaliser un petit peu ce qui s'est organisé avec les EHPAD durant l'année 2020, avec une action qui va dépasser le Covid. C'est ce que l'on appelle l'équipe parcours santé personnes âgées. L'idée est de pouvoir poursuivre les stratégies de formation, maintenir le lien avec les EHPAD et puis leur apporter un bouquet de prestations qui soit plus large, qui dépasse le Covid, qui passe notamment par de la téléexpertise, de la téléconsultation, du conseil concernant la bonne prescription, donc travailler sur ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse, essayer de faire en sorte que les ordonnances soient révisées et réfléchies de façon collégiale. C'est également des soutiens vis-à-vis des troubles psychocomportementaux des EHPAD et essayer de faire en sorte que ce lien qui s'est créé à l'occasion de cette épidémie persiste grâce à des prestations qui soient beaucoup plus larges, qui dépassent le Covid et qui apportent des soins de qualité aux résidents. Voilà, je vous remercie.